Bien, bonjour tout le monde. Donc, alors j'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup de retard, il fallait qu'on court. Je pensais que j'avais 40 minutes et donc j'ai fait plein de diapos. Bon, ok. Mais je vais être obligé de passer un peu vite quand même parce que sinon je vais déborder. Donc, alors la xénotransplantation, donc c'est un sujet qui m'a occupé il y a quelques années sur des financements européens où on était en charge. Une de nos spécificités à Nantes, c'était d'avoir un laboratoire des grands animaux dans lequel on avait des porcs et des primates et qui nous permettait d'avoir une approche expérimentale du modèle de simulation porc sur homme. Et donc, on a été commis dans ce genre de recherche il y a quelques années, qu'on ne fait plus actuellement parce qu'on n'a plus de financement malheureusement. Et je vais donc vous faire un petit panorama de ce qui se passe et de ce qui se dit actuellement dans la xénotransplantation. Parce que, vous l'avez peut-être entendu dans la grande presse, il y a eu des avancées importantes dans le courant de l'année, au début d'année en particulier, surtout aux USA, un petit peu en Allemagne, et qui font qu'on se réinterroge sur est-ce que effectivement c'est quelque chose de totalement illusoire ou idéaliste, la xéno, ou est-ce que c'est quelque chose de concret. Donc, juste là, le préliminaire pour dire que pourquoi on s'est intéressé à la xéno depuis longtemps, c'est parce que d'abord, montrer la faisabilité de connecter un organe sur une autre circulation. Et puis, donc ça, c'est les grands pionniers des premières années. Et puis maintenant, la pénurie d'organes. Il y a d'autres sujets donc, qui sont d'autres sujets d'ici qui m'occupent plus désormais, mais aujourd'hui, c'est la xéno. Donc ça, c'est le premier point, c'est la pénurie d'organes. Le deuxième point, c'est que les avancées de ce qu'on appelle l'édition du génome, le génome editing, donc globalement la bioingénierie du gène, a fait qu'il y a eu tellement de progrès que désormais il y a une capacité de manipuler le vivant de telle sorte que par des outils de clonage et puis très récemment de CRISPR-Cas9, donc les ciseaux moléculaires qui vous permettent d'aller choisir à dessein des cassettes dans le gène que vous allez introduire ou remplacer ou déléter, et la transgénèse, sont en fait des outils tout à fait fondamentaux qui ont fait vraiment progresser le sujet dans un sens d'aller modifier le vivant du porc, considéré comme le donneur potentiel. Mais avant d'être le porc, le donneur potentiel, ça a été, depuis le début de l'approche de la xénotransplantation, les primates. En effet, les tout premiers qui ont... les primates ou d'autres espèces qui ont abordé la xénotransplantation ont été en fait ceux qui ont montré qu'on pouvait connecter un organe, donc faire de l'anastomose vasculaire et que l'organe soit perfusé. Au début du XXe siècle, Jaboulet, Alexis Carrel, donc la grande école lyonnaise de l'époque, et qui en fait ont mis ça au point dans des modèles de xénotransplantation. Il y a des publications de reins de chèvre chez des humains atteints d'urémie. Et bien entendu, avec des échecs, vous allez comprendre pourquoi, extrêmement rapides. Et puis après, surtout très rapidement, depuis les années 60, il y a eu pas mal de recherches qui s'est faites à partir de donneurs primates, dont, vous voyez, des grands noms, hein, vous voyez Starzl, Barnard ici, donc le premier qui a fait la greffe de cœur chez l'homme, a aussi fait de la greffe à partir de donneurs chimpanzés, et avec des survies plus ou moins variables. Mais vous voyez qu'il y a une expérience assez spectaculaire ici. En 1964, le professeur Huysma a obtenu 9 mois de survie d'une greffe de rein chez un patient atteint d'urémie, avec un chimpanzé comme donneur, et qui en fait est décédé, ce patient, au bout de 9 mois, non pas d'un rejet de greffe, mais d'un accident vasculaire cérébral. Et à l'autopsie, son rein n'était pas rejeté, avec l'immunosuppression de l'époque. Et donc, très rapidement, ça a en fait évolué jusqu'à la dernière expérimentation à partir d'un babouin chez Thomas Starzl à Pittsburgh, qui a obtenu une survie à 70 jours chez un patient qui était en insuffisance hépatique et donc en coma hépatique, qui est sorti de son coma après sa greffe de foie, et qui malheureusement est décédé lui aussi d'un accident vasculaire cérébral. Donc, c'est souvent une complication importante chez les greffés hépatiques par des problèmes d'hypertension intracrânienne, et qui, à l'autopsie, là aussi, a montré que le foie n'était pas rejeté et avait permis une normalisation de son bilan hépatique.
Cependant, ça a créé une grande polémique dans le milieu de Pittsburgh et aux USA au sens large, dans le sens où une pétition a couru avec la demande de faire un véritable moratoire pour arrêter ces pratiques, notamment parce que, ça je vais passer un petit peu plus vite là-dessus, mais ça c'est le sujet sur l'éthique de l'utilisation des primates au bénéfice de l'homme. Effectivement, les primates sont nos cousins, en particulier si on s'adresse à la branche des chimpanzés bonobos, qui sont nos très très proches cousins. Vous voyez, nous partageons plus de 99% d'homologie de notre génome avec ces grands singes dont nous avons divergé dans la différenciation des espèces il y a seulement 6 millions d'années. Donc vous voyez, c'est vraiment nos proches cousins. Et donc dans ces conditions, il apparaît très très difficile et non éthique de les dériver, de les utiliser à notre profit, au profit de la santé humaine. Deuxième problème, qui est surtout le principal problème, c'est le risque de transmission de rétrovirus. Je ne veux pas vous rappeler l'histoire du VIH, mais des séquences rétrovirales des chimpanzés ont probablement recombiné avec des séquences rétrovirales humaines au début du XXe siècle et ont, notamment probablement à la faveur de rencontres de chasseurs dans les milieux de l'Afrique centrale, avec des morsures d'animaux, donc effraction sanguine, contact génétique, de matériel génétique transespèces, avec recombinaison de séquences très homologues du fait de la proximité d'espèces et apparition du VIH. C'est comme ça que le VIH est arrivé sur Terre. Donc énorme problématique et énorme risque de reproduire ce phénomène si on continuait à utiliser ces animaux. Et puis problématique que je viens de vous rappeler. Donc on se tourne vers le porc pour faciliter d'élevage, il n'y a pas la même problématique d'éthique. Et puis surtout l'arrivée des techniques de reproduction, transgénèse, clonase, CRISPR-Cas9, qui maintenant sont accessibles et permettent la modification du vivant du porc. La problématique du coup, si on considère le porc comme donneur vis-à-vis de l'homme, c'est la discordance d'espèces. Et cette discordance, elle est essentiellement due à la présence d'une enzyme particulière, l'alpha-1 galactosyltransférase, qui vient brancher sur les glycopeptides membranaires des disaccharides GAL-GAL, ici qu'on va appeler GAL maintenant, chez toutes les espèces mammifères, mais pas chez l'homme, qui ont délété cette enzyme. Donc on se retrouve dans une situation où les individus qui expriment ces antigènes sucrés membranaires n'ont pas d'anticorps dirigés contre, et les espèces qui n'ont pas l'expression de ces antigènes développent des anticorps dirigés contre, probablement à la faveur de la rencontre de la flore intestinale qui est GAL positive. Et ce n'est pas en mangeant de la viande, parce que ça a été beaucoup étudié dans les années 90, cette histoire-là, quand on a identifié que c'était le xéno-antigène majeur contre lequel nous avions des anticorps préformés. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où nous sommes dans la pire situation de transplantation, qui est une situation de cross-match positive, à savoir que nous avons des anticorps préformés contre notre donneur. Et donc, c'est ce qu'on appelle une situation discordante. Je ne rentrerai pas sur le concordant, qui sont des modèles expérimentaux de laboratoire. Et donc, quand vous faites une transplantation dans ces conditions, le discordant fait que ça vous expose à un rejet hyperaigu. Le rejet hyperaigu, c'est ça. En quelques minutes, votre organe est complètement thrombosé, le siège d'un infarcissement hémorragique massif, avec une énorme congestion par une atteinte vasculaire majeure, et une infiltration. Tout ce que vous voyez violacé ici, ce sont des globules rouges qui sont sortis du lit vasculaire, avec une destruction massive de tout. Et quand vous regardez dans ces greffons ce qui est présent en termes d'anticorps, ce sont les anticorps anti-GAL que nous avons à l'état préformé. Donc magnifique rejet type cross-match positif. Il y a un deuxième niveau sur lequel que je ne développerai pas parce qu'il faut que je rattrape le temps. Mais au niveau de la physiopathologie de ce rejet, c'est quoi ? Eh bien, ce sont les anticorps xénogéniques, xénoréactifs reconnaissant leur cible disaccharide GAL, qui, se fixant, vient activer l'endothélium, qui est le siège d'une activation dite type 1, qui consiste à des rétractions des cellules endothéliales, qui vient exposer le sous-endothélium au lit vasculaire, et qui vient notamment faire très rapidement de l'agrégation plaquettaire par l'interaction GP1B de la plaquette avec le von Willebrand factor qui est sous la membrane basale. Et par ailleurs, la perte de molécules anticoagulantes naturelles de l'endothélium, et puis bien sûr,
l'activation du complément. Et vous allez voir que ça va être un élément très important du topo, parce que l'activation de ce complément mène au stade ultime de l'activation de la voie classique, mais aussi de la voie alterne, au dépôt de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Donc, ces complexes protéolytiques qui viennent faire de véritables pores dans la membrane et liser les cellules de façon extrêmement aiguë, d'où ces coagulations très très rapides. Il y a un deuxième niveau de rejet qui est le rejet vasculaire aigu retardé. Bon, ça, peu importe, je vais le passer pour gagner du temps. Donc, cette problématique-là, quand je vous parle de rejet hyperaigu, c'est quoi? Voilà, juste un tableau ici, mais je pourrais vous sortir des dizaines d'expérimentations sur le sujet, tant il y en a eu. Eh bien, le rejet hyperaigu, c'est ça. Vous voyez ici, 2 heures, 90 minutes, 14 minutes. Dans ces expérimentations-là, vous n'avez même pas le temps de fermer la paroi, l'organe est déjà bleu et déjà thrombosé. Donc c'est vraiment le rejet hyperaigu. Et quand on regarde un petit peu, encore une fois, pour passer extrêmement vite, on commence un tout petit peu à progresser, donc de quelques minutes à quelques heures. On commence à aller vers quelques expérimentations qui nous font passer à plusieurs semaines. Et notamment en ayant touché un phénomène majeur ici, le blocage du complément. Voici une expérimentation de 1996 en utilisant simplement du récepteur de complément de type 1 soluble, donc venant complètement bloquer l'activation du complément. C'est le Tipi-10 de Novartis de l'époque. Rien que cet agent-là tout seul, sans aucune immunosuppression, était capable d'obtenir une survie à 11 jours. Et c'était ici du cœur, donc un cœur qui a battu pendant 11 jours, malgré la discordance, malgré les anticorps, mais qui n'ont pas fait la cytotoxicité massive, donc suggérant que le blocage du complément était un élément majeur d'agent thérapeutique. Et vous voyez ici, quand on l'utilise en association avec une immunosuppression, on commence à avoir des prolongations de survie. Et donc, tout ceci, je passe sur la cascade d'activation du complément, qui n'est pas le sujet, mais le sujet, c'est plus comment ça a évolué. Eh bien, c'est par rapport à l'utilisation des molécules régulatrices du complément. Vous avez ici, dans cette chaîne d'activation du complément, en rouge, les molécules qui viennent naturellement réguler le complément, parce qu'un complément qui s'active, c'est extrêmement dangereux s'il n'est pas régulé. La fameuse morsure de cobra crée des CIVD massives par des activations de compléments extrêmement graves. Il y a plein de pathologies comme ça, le SHU atypique, etc. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais tout ceci grâce au fait qu'il y a des molécules qui viennent réguler ces activations-là à différents niveaux. Ici, il y a un niveau assez proximal, juste entre le C3 et le C5, le DAF, CD55, le fameux CR1 que je vous ai montré, la MCP ou le CD46, et au niveau du complexe d'attaque membranaire, en terminale, le CD59. Il se trouve que ces molécules sont spécifiques d'espèce. Pour bloquer le complément humain, il faut que la molécule régulatrice humaine soit présente. Les molécules régulatrices de porc ne bloquent pas le complément humain. D'où est arrivée l'idée de faire exprimer ces molécules c'est bloqué. Si vous pouvez la passer, merci. De faire passer l'expression de ces molécules, du coup, au niveau de l'endothélium porcin, qui va être confronté au complément humain. Grâce aux techniques de transgénèse, c'est typiquement le genre de choses qui ont fait progresser dans les années 90. Vous savez, la transgénèse, c'est insérer, donc transfecter l'ADN complémentaire, donc qui code pour un élément particulier. Là, en l'occurrence, une molécule régulatrice du complément, de la micro-injecter dans l'œuf, de la réinsérer sur une femelle pseudo-gestante qui va ensuite donner de façon random dans la descendance l'intégration ou pas du transgène. Le morceau d'ADN ici, il est là, il est transduit. Cette petite souris l'a intégré. On s'assure qu'elle a l'expression dans son génome. Et donc, c'est une souris transgénique. Donc, voici typiquement la technique. Et puis, je vous passerai sur la technique après du clonage. Mais grâce à cette technique-là, qui s'est développée chez le porc, toute une série de porcs transgéniques, donc porteurs de molécules humaines, ont été générés. En premier lieu, des molécules régulatrices du complément, mais plein d'autres derrière pour faire de la compétition, etc. Je vous passe les détails pour avoir de l'expression locale d'immunosuppresseurs. Mais ici, on va concentrer un petit peu ce travail sur ces molécules-là, parce que ce sont celles qui ont fait améliorer le système. Et donc, vous voyez que vous vous souvenez que dans le système normal, c'est rejet hyperaigu en quelques minutes à quelques heures. Ici, avec le DAF tout seul, le CD55, dans ce modèle-là ici, il n'y a plus de rejet hyperaigu. Première avancée, le rejet hyperaigu est simplement prévenu
par l'expression forte de cette molécule humaine à la surface d'endothélium du greffon, porcin, rénal, cardiaque en particulier. Et déjà, première avancée. Et ensuite, quand on commence à avancer avec les immunosuppressions associées à tout ceci, on commence à arriver à trouver des survies à 3 mois, pour arriver à une dernière survie qui avait fait à l'époque beaucoup de bruit par l'équipe de la Mayo Clinic, qui en associant, là, c'était plus du 55, mais du CD46, avec une immunosuppression relativement standard, enfin, qui pourrait parfaitement être appliquée chez l'homme, une survie à 4,5 mois, ce qui est tout à fait spectaculaire par rapport aux quelques minutes qu'on a vues tout à l'heure. Donc voilà les premières avancées qui sont passées par la transgénèse. Est arrivée ensuite la technique de clonage. Vous savez, la fameuse technique qui a permis de cloner la brebis Dolly en Écosse par la firme PPL. Qui a ensuite été fortement améliorée par la technique du transfert nucléaire. Vous manipulez les gènes qui sont dans ce noyau par la technique de recombinaison homologue. Vous avez modifié ce que vous voulez à façon, parce que la recombinaison homologue dit que par les homologies de séquences, vous intégrez où vous voulez des séquences particulières dans le génome. Et là, en l'occurrence, ça permet de faire soit du chaos, soit de la surexpression. Vous venez intégrer un gène qui va s'exprimer surexpression. Vous venez intégrer un morceau de gène dans un gène qui est déjà présent, vous l'invalidez, KO, knock out. Donc cette technique-là a permis de générer du chaos. Et donc, connaissant cette histoire du GAL, vous imaginez bien que la première cible qu'on a voulu invalider par ces techniques-là était le GAL, venir supprimer à la surface de l'endothélium porcin l'expression du sucre et donc rendre ces animaux GAL négatifs. Si vous enlevez la cible, vos armes n'ont plus rien à trouver, donc potentiellement, vous avez abrogé ou prévenu le rejet. Ces animaux ont été générés, je passe très vite, 2 laboratoires l'ont fait en même temps, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, hein, vous voyez, c'est des gros papiers, Nature Biotechnology, Science, et donc ces animaux, voilà, on fait rentrer dans l'exon 9 qui code pour l'enzyme une séquence qui vient disrupter, pour parler franglais, cette séquence-là, et donc du coup le gène n'est plus transduit, et ceux qui ont intégré le nouveau, le 9KB, sont du coup clonés, et vous faites un deuxième tour pour cloner le deuxième allèle, et vous avez un animal qui est KO, homozygote, qui n'exprime plus de sucre, comme vous le voyez ici. Donc ça a été une nouvelle avancée qui a fait nourrir de nouveaux grands espoirs, et qui malheureusement ont été très très déçus par le fait que finalement, il y a eu une petite prolongation de survie obtenue là aussi, vous voyez, 180 jours, donc on arrive à 6 mois de survie, on était à 4,5, mais chez un animal seulement, et les autres finalement des rejets relativement précoces aussi. Et je vous passe sur les histologies, mais du vrai rejet. Ça, c'était du cœur, et la même chose a été obtenue en rein. Toujours moins bons les résultats en rein qu'en cœur, parce que c'est du cœur hétérotopique. Et au final, il y a eu ce papier qui a montré que même avec des animaux KO, pour le GAL, il y avait du rejet vasculaire aigu avec du début des anticorps développés contre le porc, très cytotoxiques, comme c'est montré ici. Et donc, suggérant que si ça fait toujours la même chose alors qu'on a enlevé le GAL, c'est qu'il y a d'autres antigènes. Et effectivement, toute une recherche qui s'est faite sur ceci, qui a montré qu'il y avait d'autres classes de résidus, là encore, sucrés, la famille des acétylneuraminiques, donc le New5GC, New5AC, etc., qui ont montré qu'il y avait des discordances, là encore, entre l'homme et les primates, et que, notamment, nous avions des anticorps dirigés contre ce sucre-là, jusqu'à ce que... diapo suivante qui coince. Merci. Qu'il y en avait d'autres, notamment des dérivés d'acide sialique, ici, le SD-alpha, etc., et donc contre lequel il y avait encore aussi des anticorps, non pas préformés, qu'on n'a pas d'emblée, mais qu'on génère de novo, comme une immunisation acquise classique. Et donc, à partir de ce modèle-là, de cette connaissance-là, les progrès nouveaux qui ont suivi ont été obtenus essentiellement par ce premier papier-là de 1916, par ce chercheur, chirurgien cardiaque de formation, mais qui en fait est devenu intégralement chercheur maintenant, professeur Mouyoudine, qui à l'époque était au NIH, retenez ce nom-là parce que vous allez le revoir, qui a obtenu une survie tout à fait spectaculaire, à partir d'animaux CD46, et donc KO pour le CD46, et transgénique en plus. Donc, parce qu'en plus, avec la sophistication de tout ça, il y a eu l'accumulation de techniques de transgénèse et de clonage. Donc des animaux
KO pour le 46, transgénèse pour la thrombomoduline ici, parce qu'il y a une grosse composante de coagulation dont je ne vous ai pas parlé, je n'ai pas le temps, mais par ce groupe, avec l'utilisation d'anticorps anti-CD40, qui ont fait une énorme différence pour obtenir des survies ici jusqu'à 900 jours, donc 3 ans de survie, de greffe de cœur avec simplement ici un traitement d'entretien par anti-CD40, et qui était extrêmement efficace, avec ici un contrôle complet des xéno-anticorps. Ici, ce sont les xéno-anticorps de babouins anti-porc. Et vous voyez qu'ils sont complètement plats. Ils ne remontent pas, sauf chez les animaux qui ont rejeté. Et dans cette expérimentation, les 3 animaux qui sont allés loin, parce qu'il y en a un qui est allé à 600 jours, 300 jours, lorsque l'anti-CD40 est arrêté, hop, les anticorps reviennent et le rejet arrive. À chaque fois. Et montrant que donc, cette immunosuppression est extrêmement efficace pour contraindre et maîtriser cette réponse anticorps, et avec des immunosuppressions qui étaient arrêtées pour savoir si est-ce que effectivement on a induit de la tolérance, est-ce que c'est vraiment cette immunosuppression-là qui est efficace, et ça ne servait à rien de garder ces animaux pendant plus que ce temps-là. C'est contre les règles éthiques. Donc, preuve de concept tout à fait spectaculaire, qui a fait avancer encore plus loin la recherche. Donc là encore, c'est un petit peu coincé. Si vous voulez faire avancer, merci. Voilà, donc à chaque fois, après l'arrêt du CD40, des rejets typiques, mais avant ça, des histologies tout à fait conservées avec des choses tout à fait intéressantes. Le dernier élément sur les survies prolongées qui ont été obtenues avant de passer chez l'homme, c'est ce groupe allemand de ce professeur de chirurgie cardiaque, le professeur Bruno Reichhardt à Munich, et toute son équipe, qui ont obtenu, hop, on va tout de suite passer de là, une survie tout à fait spectaculaire à 200 jours d'une greffe de cœur orthotopique. Jusqu'à présent, toutes les greffes cardiaques que je vous ai montrées étaient faites en hétérotopique, donc donc battantes et monitorées sur leur battement et sur des ECG, mais sans aucune valeur fonctionnelle. Alors qu'ici, c'était fait en hétérotopique, ce qui est une véritable prouesse chez des animaux qui, les chirurgiens cardiaques le diront mieux que moi ici, pour un patient nécessite de la réanimation de pointu, etc. Donc réussir à faire ça chez des primates, c'est très très fort. Et qui ont montré que, passons le détail, mais en trouvant ici cette bonne combinaison, on réussit à montrer que c'est la première fois qu'on a montré qu'un babouin pouvait vivre avec de très très bons paramètres fonctionnels, avec un cœur de porc. Jusqu'à ce que on voit apparaître en fait des dégradations de fonction, et au final, même sur des temps tardifs, des hypertrophies ventriculaires tout à fait spectaculaires, responsables de la dysfonction de ces greffons. Vous allez voir, on va en reparler aussi. Et donc, voilà, on va avancer. Donc, je vais passer celui-là. Et donc, en fait, au final, quand on regarde un petit peu en très raccourci cette évolution du temps, eh bien, entre les années 60, où on a des survies à quelques minutes, ou les années 90, on passe à quelques jours, quelques semaines, les années 2000, quelques mois, et maintenant, en fait, des années, on fait que depuis la fin de l'année dernière, l'équipe de Baltimore a recruté le professeur Moyoudine, qui travaille chez eux maintenant depuis 3 ans, et était en train de travailler avec le NIH pour un dépôt de dossier pour une autorisation de première xénotransplantation. Et donc, les derniers animaux qui ont été générés dans ces conditions, et qui sont les animaux qui ont été utilisés chez l'homme, sont des animaux qui cumulent des invalidations sur la gauche, les gènes qui ont été enlevés, et de la transgénèse sur la droite, les gènes qui ont été rajoutés d'origine humaine. Donc, des xéno-antigènes qui ont été enlevés, voilà les 3 dont je vous ai parlé, des rétrovirus endogènes qui sont un véritable risque, je vais en dire 2 mots pour conclure, là aussi invalidé, mais il y a des possibilités vous allez voir ça tout à l'heure. Et puis des molécules jouant sur la régulation du complément, sur l'inflammation qui vient amplifier ces phénomènes-là, avec le CD47 qui vient un ligand de SIRP-alpha qui vient bloquer la réponse du monocyte, etc., anti-apoptose, sur la coagulation qui est une composante majeure. Vous avez vu à quelle vitesse ces greffons étaient perdus par des phénomènes, notamment sur un primum movens immunologique, mais donnant une sanction de coagulation très rapide. Donc là aussi, de la protection endothéliale par des molécules
d'anticoagulation, thrombombuline, EPCR. Donc on se retrouve avec des animaux qui ont 10 modifications génétiques désormais, 3 KO, 6 transgènes. Et donc les avancées remontent en ce tout début d'année. La première vient ici du professeur Montgomery, qui maintenant est à New York et qui est dans notre monde de la transplantation un grand pionnier de la désimmunisation des greffes cross-match positives et des greffes très compliquées sur le plan de la réponse B, et qui donc du coup a tout ce background, toute cette formation de base pour s'adresser à une composante qui est essentiellement un rejet d'origine humorale, et qui a donc été le premier à utiliser une expérimentation chez un patient décédé, avec accord de la famille et toutes les autorités américaines, bien entendu, très à cheval sur ceci, pour brancher en dérivation un rein de porc porteur de ces 4 modifications génétiques que je viens de vous montrer, et le monitorer sur quelques heures avec tout simplement monitorage de la cuisse, des urines directement en étant implanté donc, juste en dérivation et en restant à ciel ouvert comme ceci. Donc voici ce qui s'est passé, donc permettant de regarder en macroscopique très rapidement ce qui se passe et de monitorer le débit de filtration, etc. Donc ils ont montré dans cette expérimentation jusqu'à 2 jours que ce greffon était capable de faire des urines, mais très rapidement avec des dégradations de fonction et avec une prise de fonction, mais très rapidement des organes ne fonctionnant pas correctement, puisqu'on est ici dans un système où il n'y avait pas d'immunosuppression. La deuxième expérimentation importante a été une expérimentation de véritable transplantation. Là encore une fois, chez un patient décédé aussi, binéphrectomisé, binéphrectomisé et greffé avec les 2 reins d'un porc, encore une fois, ayant eu ces modifications génétiques, et monitoré sur 3 jours, mais cette fois-ci avec de l'immunosuppression. Et avec notamment de l'induction, des traitements d'entretien, des choses tout à fait banales qu'on utilise chez l'homme, à partir de ces porcs génétiquement modifiés, et qui ont montré que, un petit peu décevant sur la production d'urine, ne durait que pendant 23 minutes, mais une absence de signes de rejet hyperaigu, et puis en revanche quand même des signes quand même de souffrance endothéliale, et puis pas trop de dépôts, mais parce qu'on était sur quelques jours seulement, et puis sous immunosuppression. Donc deuxième preuve de concept rassurante sur le fait qu'il n'y avait pas de rejet hyperaigu et qu'on pouvait tout à fait correctement connecter ces greffons. Et la dernière est issue du groupe justement de Baltimore avec le professeur Mouyoudine qui est quelque part sur cette diapo. Je vous montre cette diapo-là parce que comme on va avoir une petite discussion sur l'éthique à la suite de ça, ça fait beaucoup de bruit et c'est passé dans la grande presse, et c'est très bien que ce soit passé dans la grande presse, y compris l'expérimentation de Montgomery était passée dans le New York Times pour que justement la population soit au courant de ces avancées, commence à réfléchir sur le sujet et s'approprie le sujet, car c'est un sujet, s'il se met en place, qui sera sociétal. Et donc, on retrouve ici le professeur Mouyoudine, vous le voyez, qui est donc le chercheur associé avec toute l'équipe de chirurgie cardiaque de Baltimore, qui a été donc à la base de cette première expérimentation chez l'homme, du coup, en véritable xénotransplantation, chez un patient qui était récusé pour une transplantation humaine. Les raisons sont un petit peu particulières. Voilà. On pourra peut-être en parler, Erwan, parce que effectivement, nous, ça nous paraît pas très clair qu'il ait été récusé pour une transplantation humaine. Il paraît qu'il était très non compliant, qu'il y avait d'autres problèmes à côté. Mais enfin bon, bref, ce patient, dont le pronostic vital était fortement engagé, était au courant de ce qu'il allait affronter, et a été volontaire pour le faire, et a eu une transplantation qui a duré 45 jours, qui a été très compliquée par le fait que finalement, ils sont tombés, je crois, sur une dissection aortique qu'ils ont été obligés de réparer au moment de la greffe. Et puis, si on peut passer à la suivante, voilà, qui a été émaillée de pas mal de problématiques, une péritonite, une forte thrombopénie, des problèmes de dénutrition, etc. Et puis, à partir de J20, on commence à détecter de l'ADN du génome de CMV porcin chez cet individu.
qui ensuite commence, au début se passe pas trop mal, il est sorti de soins intensifs, il est débranché de l'ECMO, il retrouve une fonction et puis il commence un tout petit peu à se dégrader. Et au final, je suis désolé, je suis sur le côté, je vois pas très bien mes diapos, mais au final, il recommence à retomber dans un bas débit cardiaque et il doit être remis sous assistance. Et en même temps, il commence à apparaître quelques signes de rejet humoral et on lui passe des IVIG non déplétés en anticorps antipores. Donc on va voir que c'est une problématique là-dessus. Et qu'au final, sa dernière biopsie montre qu'il commence à y avoir des signes de souffrance importants de ce greffon et il est débranché finalement et il décède très rapidement. Donc, son écho-cœur, à la fin, a montré là aussi une hypertrophie myocardique très sévère, vous voyez, avec les paramètres ici, et sur la biopsie, qui avait commencé à y avoir, en plus de cette hypertrophie, de l'œdème myocardique, qui n'était pas responsable uniquement à lui tout seul de cette hypertrophie, et avec des dépôts d'IgM et d'IgG, à ce stade sans complément. Et au final, sur la biopsie de J58, on retrouve la présence d'anticorps et de C4D. Donc, suggérant qu'il y avait eu, malgré l'immunosuppression, une réponse humorale. Mais dans ce contexte-là, la problématique du CMV et de la prolifération du CMV porcin s'est véritablement posée parce que c'est posé le diagnostic d'une véritable myocardite à CMV porcin parce que sur l'histologie, il y avait des signes qui n'étaient pas complètement typiques de rejet. Il y avait des choses tout à fait étonnantes et qui seront étudiées dans le futur, et en particulier toute la discussion sur la myocardite à CMV. Donc il y a eu tout un débat sur est-ce que ce n'est pas le CMV porcin qui a été responsable en fait de l'engagement de cette réponse immune, de l'altération même du greffon et de l'engagement de la réponse immune pour au final arriver sur un rejet. Effectivement, il est apparu, je n'ai pas les tableaux ici, mais il est apparu qu'il avait une énorme prolifération de virus CMV porcin et qui en fait est une véritable problématique parce qu'en fait il s'avère que le porc qui avait été choisi comme donneur était un porc CMV positif. Le CMV porcin est absolument non pathogène chez l'homme, mais il est pathogène chez le porc. Donc il s'avère que dans un contexte porcin hors de la veille immunologique porcine anti-CMV porcin, ce virus s'est retrouvé sans aucun frein et s'est remis à proliférer, d'autant plus qu'il y avait de l'immunosuppression autour, et n'est pas allé attaquer le receveur, puisqu'on est résistant au CMV porcin, mais est allé attaquer le greffon porcin. Donc en fait, il y a tout un débat sur le fait que si on refait de la xénotransplantation dans les mois ou années qui viennent, il faudra absolument aller chercher des porcs CMV négatifs. Et il y a eu aussi toute une grande polémique sur le fait qu'ils ont passé des IVIG non déplétés en anticorps antipores, donc qui n'avaient pas été préabsorbés au départ sur des cellules porcines, et que probablement on a injecté à ce patient en même temps des anticorps antipores en lui passant ces IVIG. Donc il y a eu plusieurs erreurs probablement qui sont parfaitement reconnues par les auteurs, c'est comme ça qu'on apprend, mais qui font qu'il y a une grande apprentissage et grande leçon de tout ceci pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Un petit cocorico pour dire que voilà, à l'époque on en faisait encore, 2016 je crois ce papier. On avait montré nous à l'époque que dans nos modèles de xénotransplantation qu'on faisait, on voyait des grandes réplications de CMV porcin dans les greffons rénaux. Et vous voyez, on avait même on s'était même demandé si la réplication du PCMV, du porcine CMV, ne pouvait pas contribuer au rejet. Donc vous voyez, en 2016, on avait déjà alerté sur le sujet. Juste pour finir, donc vous voyez que cet aspect sécuritaire, il est très très important, mais là, en l'occurrence, c'est la sécurité du virus porcin vis-à-vis du greffon porcin, mais l'autre problématique, elle est vis-à-vis du risque de virus porcin vers l'homme. Il y a toute une série de virus qui sont parfaitement connus, qui peuvent parfaitement infecter l'homme d'origine porcine. Et la vraie problématique, c'est les rétrovirus de porc. Je vous l'ai dit pour le VIH chez les primates. Les homologies de séquence sont quand même beaucoup plus faibles entre le porc et l'homme, donc les risques de recombinaison sont plus faibles, mais ils ne sont pas nuls. Il a été montré que des rétrovirus porcins pouvaient infecter des cellules humaines en culture. Et donc est arrivé ici ce papier tout à fait intéressant, où maintenant, vous voyez la puissance du génome editing et de toutes les techniques nouvelles de biologie moléculaire
un des porcs qui ont été totalement invalidés pour les séquences rétrovirales porcines par la technique CRISPR-Cas9. Donc en fait, vraiment des avancées majeures grâce à cette technique-là, une meilleure connaissance des processus de rejet, en particulier rejets humoraux. Et pour finir, ici, avec donc effectivement une recherche qui reste très confidentielle, une évolution vers l'homme qui reste à un échelon totalement dérogatoire et totalement exceptionnel, vis-à-vis duquel nous, on ne part pas. On a pris contact avec l'ABM, d'ailleurs, quand les choses sont reparties, et en sachant que si jamais on repartait dans cette problématique-là avec une aide de l'Europe, on serait soutenu par l'ABM. Mais on pense que nous, on n'est absolument pas prêt du coup dans ces situations-là. Mais ça a relancé une énorme dynamique. En particulier, la Chine bouge énormément et énormément de contacts avec ses producteurs de porcs très particuliers. Et qui est donc une avancée nouvelle qui a montré que c'était faisable, mais pour l'instant avec des résultats tout à fait mitigés et qui doivent nous faire maintenir une grande prudence et surtout de continuer à faire avancer la recherche et d'avoir des données objectives et ne pas partir sur un esprit purement partisan, mais voilà, quels sont les faits, qu'est-ce que ça donne, si ça ne marche pas, il ne faut pas y aller. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles, pour ce topo très complet. Alors, on a le temps pour une ou deux questions, un ou deux commentaires. Alors, en attendant, moi j'en ai... Oui, effectivement, je partage un petit peu tes interrogations là, sur la xénogreffe qui a été faite aux États-Unis là, en février là, 2022. Bon, je vous encourage quand même tous à lire le New England là, et le cas clinique dont vient de vous parler le professeur Blanchot, parce que c'est un peu une vraie saga, cette xénotransplantation là, avec quand même pas mal d'interrogations. Déjà, quand vous êtes en réanimation pendant plus d'un mois sous ECMO véno-artériel, est-ce que vraiment vous pouvez donner un consentement éclairé? Première question. Pour voir ce que c'est qu'une ECMO véno-artérielle, hein. Vous avez la jambe toute droite, vous ne pouvez pas bouger, enfin, bon, voilà, dans un lit. Effectivement, il y a essentiellement, de ce que j'ai lu, un peu comme toi, je comprends que c'est essentiellement pour des problèmes de compliance et d'adhérence à un traitement immunosuppresseur qui ne veulent pas le greffer. Du coup, ils proposent une xénogreffe avec un truc encore plus délirant, je pense. Et après, quand vous lisez le post-op, c'est... bon, voilà, le gars a vécu 60 jours, mais ça n'a pas été tout repos pour lui, je pense. Hein. Donc effectivement... une belle étape de franchie, mais à quel prix? Et bon, on aurait pu prendre ça pour introduire le topo suivant, vous me direz. Mais est-ce qu'il y a une question pour Gilles Blanchot là-dessus? Non? Comme c'était la xénogreffe pour les nuls, c'est des nuls déjà un peu avancés quand même. La conclusion serait, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est une perspective à venir? Ou est-ce qu'on est encore très 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 loin de cette évolution-là? Je crois qu'il n'y a pas de conclusion à ce stade. Il y a des gens en Amérique, aux US, où c'est 3 équipes américaines, hein, où il y a eu un accompagnement des autorités beaucoup plus permissif qu'en Europe. Même si les autorités NIH, FDA sont extrêmement rigoureuses sur l'approche, mais très proches de leurs investigateurs et donc très à l'écoute et avec, je pense, un accompagnement dans l'expérimentation, mais qui est arrivé à un stade où on ne conclut pas en fait. Parce que, ou s'il y a une conclusion, c'est qu'on a montré que c'était faisable, on a montré qu'on avait franchi les premières barrières essentielles pour que ça puisse fonctionner, et que si on corrige le tir sur la coagulation, sur le virus, on trouve pourquoi il y a cette hypertrophie myocardique et tout ça, on pourra peut-être avancer. Premier élément. Deuxième élément, c'est si ça se développe et ça se pratique, c'est pas forcément pour tous les organes et c'est certainement pas pour tous les patients. Donc en fait, ce qui s'avère l'indication plutôt envisagée, si par exemple on faisait du rein un jour, ce serait vraiment le patient totalement immunisé,
qu'on n'arrive pas à désimmuniser et qui attend depuis 10 ans une transplantation, qui en a ras-le-bol, qui vraiment a donné son accord et veut, parce qu'il y a une reconnaissance croisée entre les anti-CMH humains et le CMH porcin qu'on appelle le SLA, mais il y a moyen de faire des cross-matchs et d'identifier le bon donneur pour le bon receveur. Il y a déjà des tas de tests de simulation qui ont été faits sur des milliers de simulations où on trouve des situations où l'individu qui a des anticorps anti-HLA reconnaît l'endothélium porcin et sur un certain donneur, mais pas sur d'autres. Donc on pourrait imaginer que chez ces patients hyperimmunisés absolument non désimmunisables et non greffables qui veulent vraiment prendre le risque. Et on en a des patients, ça va peut-être être un petit peu le sujet de la discussion éthique, qui disent alors docteur, c'est pour quand la xéno On en aura des gens comme ça. Mais voilà, ce sera à ce niveau-là qu'on goûte. Et avant que ça devienne une pratique développée, je pense que ça ne sera jamais. Voilà, mais on peut imaginer qu'il y ait des indications tout à fait particulières. Mais, oui, Mathilde. Ouais. Après, si on part comme ça veut dire qu'il faut quand même des élevages porcins diversifiés, modifiés génétiquement jusqu'où je vous ai pas montré. Il faut un panel. Je sais pas combien ça coûte, combien de temps, à quel moment à quel âge le cœur du porc ou le rein est viable. Est-ce qu'on va en tuer du coup sans, je sais pas. Est-ce qu'ils sont arrivés en bout de course, qu'ils n'ont pas été pris Ah non, on s'adresse à une recherche qui est maintenant avec énormément de levées de fonds d'industrie et de fonds privés. Il y a des fermes industrielles qui sont en train de se monter, notamment en Caroline du Nord, là, autour des gens qui ont généré ces premiers animaux. Il y a 2 fermes avec de gros financements qui sont en train de se partir dedans. Et avec des cheptels, donc il n'y aura pas besoin de sacrifier des centaines d'animaux. Ce sont des cheptels extrêmement limités. Vous avez vu tellement ils sont sophistiqués génétiquement, nés en situation complètement germ-free, donc en salle blanche, air filtré, etc., pour ne pas avoir le moindre pathogène humain. Et qui probablement nés par césarienne aussi, du coup pour ne pas avoir d'infection par voie transplacentaire. Et jusqu'à l'âge à peu près de 3 mois, un porc, c'est à peu près 70-80 kilos. Donc voilà, donc tout ça, c'est extrêmement facile à programmer en ayant identifié. On connaît les animaux d'abord, on sait que celui-là va être un donneur cross-match négatif pour ce receveur, etc. Donc il y a déjà toutes ces simulations sont faites. Ouais. Si ça se passait comme ça, pour les prochaines xénos qui se feront, ils auront identifié effectivement le bon donneur porcin. Alors pour le modèle économique, oui et non en fait, parce qu'en fait, dans les années 90 où on a cru avec les premiers DAF là, que la xéno c'était pour demain, il y a eu énormément de mouvements, y compris l'OMS s'est intéressé au sujet. De telle sorte que, en fait, puisque on peut imaginer que c'est une transplantation programmable avec des animaux programmés qui, au final, coûtent cher là parce qu'ils sont transgéniques, mais à terme, ne coûteront pas très cher, ça pourrait être une transplantation tout à fait intéressante avec un modèle économique pas cher du tout. En fait, c'est le contraire qui est envisagé. Jacques, oui, une question d'abord, je crois, et après, rapidement, Mathias. Avec votre présentation, en fait, ce dont on craint, c'est l'émergence d'un virus comme le VIH. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de données pour éviter ça? Y a-t-il suffisamment de garde-fous, quoi? Alors, l'émergence de nouveaux virus, c'est essentiellement par les recombinaisons. Les rétrovirus, ce qu'on appelle les rétrovirus endogènes, sont des séquences qui sont dans le génome, donc qu'on transmet à la descendance. C'est une transmission mendélienne. Donc en fait, on ne peut pas s'en débarrasser, sauf par la technique de CRISPR-Cas9 maintenant. Donc le risque, c'est qu'elle recombine. Mais entre le porc et l'homme, les homologies de séquences sont relativement faibles. Donc le risque de recombinaison est très faible. Et il y a plein de laboratoires, nos virologues qui sont encore par là ne me contrediront pas. Il y a plein de laboratoires de virologie et de rétrovirologie qui se sont intéressés au sujet et qui participent à plein de groupes de xénotransplantation. Mais si on arrive à faire du CRISPR-Cas9 avec des porcs qui sont invalidés pour le PERV, les rétrovirus endogènes de porc, ce risque n'existe plus. Dernière question. Juste rapidement, tu as abordé l'aspect immunologique, l'aspect infectieux. Juste l'aspect physiologique, est-ce que
finalement, le fait d'avoir mis un rein de porc, est-ce qu'on a eu une idée sur l'influence éventuelle du système rénine-angiotensine du porc chez l'homme? Parce que les porcs, ils sont a priori sur 4 pattes, et l'homme doit se lever un jour. Et donc, est-ce que finalement, on n'aurait pas à un moment donné des problèmes physiologiques, en fait? Alors ça a été étudié. J'avais une diapo sur la physio, mais je l'ai passé pour rattraper le temps. Effectivement, maintenant, il y a des survies à plus de 3 ans qui ont été obtenues par plusieurs laboratoires, notamment à Boston, en rein. Et là, l'avantage du rein, c'est qu'on est sur une greffe life-sustaining, hein, donc avec néphrectomie et donc support de vie. Ces animaux, à 3 ans, avec des reins porcins, avaient une homéostasie normale. Juste des hypophosphorémies et puis l'anémie, puisque les rétropoïétines de porc ne marchent pas chez l'homme. Donc, voilà. Donc globalement, très rassurant de ce côté-là. On craignait beaucoup la protéinurie, et au final, même pas de protéinurie sur le long cours. C'est beaucoup plus problématique, je pense, sur la fonction cardiaque, avec ces histoires d'hypertrophie. Merci beaucoup, Gilles. Donc on a bien vu que... On a vu se dessiner dans ton topo les enjeux éthiques. Et donc, à ce titre, je suis très heureux d'accueillir le professeur Roger Gilles, qui est neuropsychiatre, ancien doyen de la faculté de médecine de Poitiers, qui s'intéresse depuis longtemps aux problématiques éthiques. Il est responsable de l'espace éthique Nouvelle-Aquitaine. Donc, monsieur Gilles, on est impatient de vos lumières éthiques sur ce sujet. Décidément, l'ombre de David Bennett, le dernier transplanté, plane sur nos débats et sur nos réflexions. La question fondamentale qui reste posée, d'abord, la plus en amont, est donc celle de savoir si les xénogreffes pourront un jour compenser la pénurie en organes humains et faire que la quête de greffons ne soit plus un obstacle à la réalisation des transplantations. Sinon, pourrait-on dire, pourquoi tant d'énergie? Et pourtant, une béance demeure entre le large consensus d'acceptation que la transplantation d'organes humains a su conquérir, en contrepoint de ses progrès techniques, même, hélas, si cette acceptation ne va pas de pair avec une propension suffisante des citoyens français au don d'organes. Encore faut-il remarquer que la générosité à l'égard du don ne suffira pas, quel que soit le pays, à répondre aux besoins d'organes à greffer. Dans ces conditions, les freins à l'égard du développement des xénogreffes ne sont-ils que d'ordre technoscientifique? En quoi les xénogreffes sont-elles porteuses d'interrogations éthiques? Il faut cependant d'emblée préciser que tenter un regard éthique sur les xénogreffes impose d'abord de préciser que l'éthique ne se définit pas d'abord par la production de normes destinées à encadrer les pratiques, d'ailleurs de manière mouvante. L'éthique se définit d'abord par un exercice de discernement visant à se demander ce qu'il y a lieu de faire pour bien faire, ou encore comment faire pour bien faire. Le discernement éthique vise donc à repérer les tensions entre des conflits de valeurs, valeurs universelles, liberté, égalité, fraternité, les principes qui permettent de décliner ces valeurs, la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie, la liberté, la dignité de la personne humaine. Cet exercice initial vise ensuite à produire des normes dont on rêve toujours qu'elles puissent être consensuelles. Force est de constater que sur les grands sujets éthiques qui sont posés par les technosciences de la vie et de la santé, nombre d'entre eux demeurent des dissensus qui échouent dans leur soif d'universalité pour se cristalliser sur des normes majoritaires, comme si l'éthique se votait. D'ailleurs, des normes instables, on l'a vu d'un pays à l'autre, et même dans un même pays, comme le montrent en France les dispositions édictées par les lois successives dites de bioéthique, qui autoriseront toujours demain ce qui était interdit hier.
Ainsi, l'éthique a pour mission non de prendre, mais d'éclairer les décisions collectives et personnelles qui doivent être précédées de débats et d'une délibération de la conscience attentif à la complexité et à la pluralité des positions, alors même qu'elles se disent toutes inspirées par les mêmes valeurs. On peut, par les mêmes valeurs, être pour ou contre. Je sais pas, l'euthanasie, par hasard, parce que ce n'est pas un sujet d'actualité. Et alors, en fait, l'éthique appelle d'abord, me semble-t-il, à la tolérance et à l'humilité. L'exercice de discernement éthique peut s'inscrire sur un sujet comme les xénogreffes dans un mouvement ascendant et descendant, glissant du général au niveau planétaire, au particulier, qu'est-ce qu'en pense tel pays, telle culture, du cochon, quoi, hein, puis du singulier à la personne humaine. Il faut aussi tenter d'analyser comment les opinions éthiques se nourrissent à un pôle de connaissances scientifiques et à l'autre pôle de croyances. Comme elles se nourrissent aussi, les opinions éthiques, c'est-à-dire comment faire pour bien faire, elles se nourrissent elles-mêmes d'opinions construites, faites de représentations culturelles, mentales, émotionnelles. Ainsi, l'appui du discernement éthique en matière de xénogreffe est représenté par une somme de faits scientifiques d'abord. Et l'exercice que je vais vous proposer de faire est celui d'une éthique pratique, j'allais dire de la discussion, et nous allons soigneusement donc distinguer, comme Spinoza le faisait il y a bien longtemps, mais on l'a peut-être oublié, les faits scientifiques, la connaissance scientifique, les opinions et les croyances. Et c'est cette articulation qui permet de cheminer dans la complexité du sujet. Alors, parmi les faits scientifiques, on peut citer la pénurie mondiale de greffons, qui représente une perte de chance pour de nombreux malades, donc qui disent à beaucoup, allons-y pour les xénogreffes, bien sûr. La mortalité des donneurs vivants de foie, qui est évaluée entre 0,1% et 0,8%, ben c'est intolérable si on avait des foies d'animaux, ces morts n'existeraient plus. La capacité chirurgicale à adapter un cœur animal, oui, nous l'avons, et notamment de porc à la fonction sans doute rénale, sans doute, à la fonction cardiovasculaire humaine. Bon, l'équipe de Baltimore a montré. Les difficultés de contrôle du rejet. Ah oui, ça c'est clair, c'est un fait scientifique, en dépit du génie génétique. Les difficultés de contrôle du risque infectieux, notamment rétroviral. C'était une bombe, cette affaire quand même de David Bennett à Baltimore. Mourir d'un rétrovirus dont on sait que c'était la grande menace. Et puis la souffrance animale, ça aussi c'est un fait scientifique. Les conditions d'élevage, d'alimentation, les prélèvements d'organes retentissent incontestablement sur le bien-être des animaux qui sont des êtres sensibles. Parmi les primates non humains, les chimpanzés ne sont plus aujourd'hui concernés par les prélèvements de greffons, car, comme vous l'avez dit très justement, ils ont en commun avec l'être humain des capacités qui, en dehors du génome, moi je situerais au niveau de la socialisation complexe et même de la conscience de soi. Il y a une conscience de soi chez le chimpanzé. Les babouins, c'est un peu inférieur. Ils s'adaptent plus aisément à la captivité, ce qui n'exclut nullement leur passibilité, c'est-à-dire leur capacité à souffrir. Alors les porcs sont des animaux intelligents et sociables, sujets aussi à la souffrance, même si leur intelligence émotionnelle n'est pas celle du chien, même si leur QI froid n'est pas très loin. En procédant sur ces bases à une évaluation décontextualisée de tout contexte culturel et sociétal, et dans une perspective, j'allais dire, anthropocentrée, centrée sur l'homme, sur nos petites personnes, parce que c'est quand même très important, on pourrait évaluer de la manière suivante la balance entre les risques et les avantages des greffes. Et voilà l'éthique de la discussion. Un fait, la pratique des greffes est un facteur de souffrance animale, et on peut à tout le moins avancer qu'elle ne favorise pas leur bien-être. Les primates non humains supportent mal le confinement, même si les babouins semblent s'adapter en captivité. Est-on sûr pour les porcs qu'ils ne souffrent pas d'effets secondaires de la transgénèse,
Il n'y a pas eu beaucoup d'études dessus, à l'instar, par exemple, des gènes de croissance utilisés pour optimiser la production de viande de boucherie pour que les porcs croissent plus rapidement pour nous nourrir plus vite. Opinion. Eh bien, opinion, il s'agit là d'arguments importants pour ne pas persévérer dans la voie des xénogreffes. Alors, arrêtons, quoi. Opinion contraire. On peut admettre les effets néfastes de la captivité pour les primates supérieurs. Quant à la captivité des porcs, peut-on dire que les conditions d'élevage des porcs destinés à la boucherie est plus favorable? Et pourtant, les porcs sont le deuxième animal le plus couramment tué pour la consommation, après les poulets, bien sûr, qui battent tous les records, mais même avant les poissons. Au total, il y a 1,5 milliard de porcs qui sont abattus chaque année. Enfin, en 2016 était le chiffre, on peut le mettre à jour, selon les données des Nations Unies. Quant à la transgénèse, et notamment aux techniques visant à améliorer la tolérance immunologique du greffon, il n'existe aucune preuve, vous ne pouvez pas m'en trouver, qu'elles agissent défavorablement sur le bien-être animal. Toutes les précautions sont prises pour que le prélèvement des greffons s'effectue dans des conditions acceptables, sous anesthésie, et il faut bien sûr éviter les prélèvements d'organes faits de manière successive jusqu'à ce que l'exérèse du deuxième rein ou du cœur ne finisse par faire mourir le porc. En bref, un animal ne doit pas être réutilisé, nous en avons bien conscience, et nous recourons à chaque fois qu'il le faut à un autre animal. Les animaux doivent être abattus en évitant toute souffrance. En somme, s'il est difficile d'affirmer que le bien-être des animaux est totalement préservé, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un compromis acceptable si l'on considère les bienfaits attendus par les malades. Donc, un constat scientifique et 2 opinions complètement divergentes. Un autre fait, les xénogreffes résoudraient la pénurie d'organes et sauveraient la vie de personnes malades et de donneurs sains. Une opinion. La recherche du plus grand bien pour le plus grand nombre exige donc de soutenir la poursuite des expérimentations de greffe d'organes animaux chez l'être humain. Opinion contraire, cette position utilitariste se heurte à un questionnement déontologique. Est-il licite de poursuivre les expérimentations sans une évaluation précise de leurs risques qu'il conviendrait d'abord de détailler? Alors, en fait, mais que faire des risques de rejet qui demeurent en dépit des progrès immunologiques, des techniques de génie génétique et de risques de transmission de maladies infectieuses? En outre, le risque infectieux ne concerne pas seulement le malade greffé, mais pourrait impliquer la population générale. Une opinion, alors. Bien, il est sage de ne pas s'obstiner et pour le moins de mettre en œuvre un moratoire. Et d'ailleurs, Starls, que vous avez évoqué, qui avait eu l'autorisation d'effectuer 4 greffes de foie de babouin et qui réalisa la première en 1993, décida de suspendre la xénogreffe en 1995 après le décès de ses 2 premiers malades. Il n'a pas voulu aller au bout et il a arrêté la xénogreffe. Et l'opinion contraire, ah ben oui, les risques infectieux courus par la population générale existent certes, mais ne sont qu'une hypothèse peu probable, sous couvert de précautions strictes dans la prise en charge post-opératoire. C'est aussi pour minimiser ces risques que le porc représente aujourd'hui le meilleur compromis en matière de source animale de greffons. Les risques infectieux courus par les malades demeurent, mais ils ne devraient pas être insurmontables. Voilà ce qu'on lisait. Enfin, David Bennett, là. Bon. D'ailleurs, si le Conseil de l'Europe s'était montré favorable à un moratoire sur les essais de xénogreffe, les États-Unis ont opté pour la poursuite prudente des essais avec une évaluation au cas par cas. Alors, poursuivons, un fait scientifique, aucun malade n'a survécu. Et la xénogreffe, malgré son ancienneté, n'a pas suivi les progrès de l'allogreffe et ne peut pas être présentée encore comme une procédure permettant une survie durable. Une opinion, est-il légitime alors de s'obstiner et de susciter de fausses espérances chez les malades auxquels une xénotransplantation est proposée? Et l'opinion contraire, une xénotransplantation n'est proposée qu'à des malades dont l'espérance de vie est compromise à très court terme et non éligible
à la greffe d'un cœur humain. On a vu pour David Bennett, on a décidé qu'il n'était pas éligible, ni à aucune autre thérapeutique. C'est donc un cul-de-sac. Leur consentement éclairé est requis, d'ailleurs. Il n'existe pour eux aucune perte de chance, puisqu'ils vont mourir. Ils se savent condamnés, et la proposition de xénotransplantation éveille en eux une lueur d'espoir. Il s'agit là d'un fait psychologique commun à beaucoup de malades dont le pronostic vital est engagé à court terme. Mais on peut aussi objecter que face à un tel choix, le malade n'est pas dans une réelle alternative décisionnelle et que sa vulnérabilité extrême compromet le déploiement d'une autonomie authentique, puisque l'alternative se situe entre une mort certaine et l'espérance ténue d'un petit supplément de vie. Les leviers émotionnels des prises de décision sont ici d'une importance telle qu'ils entraînent la raison à l'acquiescement. L'émotion pousse la raison à dire oui, ce à quoi il peut être répondu que le respect de l'autonomie repose d'abord sur l'absence de toute pression exercée sur le sujet, et donc de ce côté-là, aucune pression n'a été exercée. Mais la légitimité de l'obstination peut aussi se fonder sur un autre projet thérapeutique. Il est vrai que même si les essais concernent des malades dont le pronostic vital est désespéré, même s'il est vrai que n'ont pas pu être obtenus à ce jour des survies durables, on peut aussi penser que les xénotransplantations pourraient avoir une autre mission, ça a été écrit, c'est-à-dire viser dans l'avenir des personnes pour lesquelles elles seraient un sursis, dans au moins 2 conditions: pallier au déficit temporaire d'un organe, le cœur. Alors voilà, j'ai pas de cœur, on vous met un cœur de babouin ou de porc. En attendant, le cœur humain, c'était la position que M. Barnard, en Afrique du Sud, avait défendue quand il a fait son expérimentation. Ou alors être une méthode permettant la survie d'un malade en attente générale de la disponibilité d'une allogreffe. Soit avoir une maladie réversible et une espèce de réanimation par xénotransplantation, ou bien attendre une allogreffe. Mais à cette opinion, on pourrait en répondre une autre. Alors si c'est cela la visée, est-il bien logique que les indications d'une thérapeutique soient différentes de celles qui conditionnent l'expérimentation ? Sur un plan éthique, là, il y a bien sûr un problème. N'est-ce pas aussi une manière de reconnaître qu'une survie durable après xénogreffe reste aujourd'hui improbable et que finalement, comme on n'y croit pas, on se rabattrait sur une utilisation temporaire pour une survie limitée de la xénogreffe. On constate ainsi que les mêmes faits scientifiques conduisent à des opinions éthiques différentes en fonction du poids donné à des faits pourtant identiques. Telle est donc la distinction qu'avait faite Spinoza entre la connaissance vraie et l'opinion. L'opinion qui reste toujours sujette à l'erreur et n'a jamais lieu à l'égard de quelque chose dont nous sommes certains. Donc, quand je parle d'humilité, la voici déclinée. Heureux ceux qui sont sûrs d'eux. Mais évidemment, la prudence conduit à l'écoute de ce fracassement d'opinions contraires. Toutefois, une telle argumentation, telle que je viens de la développer, ne peut résumer la complexité du débat éthique sur les xénogreffes. En effet, les opinions sont des interprétations éthiques des connaissances scientifiques. Le respect de valeurs communes et de principes communs n'aboutit pas nécessairement à des opinions partagées. On doit admettre que le respect total du bien-être animal ne peut être assuré, et on conclut que les xénogreffes sont, alors pour les uns acceptables et pour les autres inacceptables. On peut penser que l'échec des xénogreffes, en termes de survie durable, contrevient au principe de bienfaisance et doit conduire à un moratoire. Mais on peut aussi considérer que le pronostic vital des malades enrôlés actuellement dans les essais est de toute façon compromis à très court terme et que dans ces conditions, le principe de bienfaisance est respecté, de même que la non-malfaisance et même qu'un allongement de vie, même bref, peut être espéré.
Mais au-delà de cette argumentation éthique contradictoire appuyée sur les connaissances technoscientifiques, il faut aussi tenir compte de la nécessaire implication des citoyens dans des débats qui ne peuvent être réservés au monde de la santé, alors que, ainsi que du contexte culturel, mental, émotionnel, philosophique, religieux, en somme des croyances qui vont aussi conditionner l'acceptation enthousiaste ou résignée, ou encore le refus prudent ou déterminé de l'utilisation des animaux comme source de greffons. En somme, dans l'incorporation d'organes animaux dans des corps humains vivants, donc dans des personnes humaines. Alors ceci conduit à une autre question fondamentale. Les progrès de la science sont-elles toujours au service de l'homme ? Pendant des siècles, la science et la sagesse étaient confondues. La science tendait à accroître les connaissances sur le monde dans lequel nous vivons. Il s'agissait pendant longtemps de ce qu'on appelait la recherche fondamentale. L'accroissement des connaissances scientifiques a suscité parallèlement une recherche appliquée, pas une vraie science, une technoscience, ouvrant notamment à ce vaste domaine technoscientifique dont font partie les biotechnologies. Il s'agissait alors de tirer parti des connaissances pour modifier le monde. Les progrès des technosciences dans le domaine des sciences de la vie et de la santé ont incontestablement amélioré les conditions de vie de l'humanité, notamment, bien sûr, de sa partie la plus riche. On ne peut pas tout faire pour tout le monde, bien entendu. Mais les applications des technosciences sont-elles toujours synonymes de progrès pour l'humanité ? Le procès de Nuremberg a montré que le champ de la recherche scientifique ne se confondait pas avec celui de la morale. Néanmoins, une vision naïve de la science, considérée comme un ensemble informe, peut continuer à entretenir une certaine confusion entre les progrès et ce mot terrible, les avancées scientifiques. On peut avancer vers un paradis, on peut avancer vers un gouffre, quoi. Mais le mot avancer est là, obsédant. Et évidemment, le glissement sémantique, avancée scientifique égale avancée pour l'humanité. Cette croyance, car il s'agit alors d'une croyance, peut renforcer l'opinion selon laquelle tout progrès des technosciences peut être bénéfique pour l'humanité et donc que les opinions éthiques favorables aux xénogreffes l'emportent de toute façon sur les opinions défavorables puisqu'on va de l'avant. On prête même à un directeur du NIH, en visite dans les années 1990 à l'université du Michigan, les paroles suivantes qui ont, dit-on, glacé les étudiants. Bien que les avancées scientifiques comme le génie génétique soient toujours controversées, la science ne devrait jamais être entravée par des considérations éthiques. On peut aussi citer l'article signé par Steven Pinker, professeur de psychologie à l'université de Harvard, le 1er août 2015, sur le web du Boston Globe, et il y est toujours, j'ai contrôlé il y a 2 jours, dénonçant le frein que la bioéthique peut constituer pour la recherche. Et l'auteur livre l'essentiel de son message, Bioethics, get out the way. Get out the way, c'est-à-dire sors de la route, ou encore libère le chemin. Ce chemin est bien sûr celui des progrès de la science et des techniques de la vie et de la santé que la bioéthique est accusée d'entraver et de ralentir. Or, s'il est vrai que le chercheur engage par ses recherches biotechnologiques les conditions de vie des êtres humains et du monde animal, il ne peut pas éluder sa responsabilité, quelle que soit la complexité du discernement éthique et des débats sociétaux qu'il appelle. Parmi les croyances, il faut faire une place très importante à ce que nous appelons le courant antispéciste. Le courant antispéciste, prôné par Peter Singer, refuse les distinctions entre les espèces. Le courant antispéciste souligne que l'intelligence d'une vache est supérieure à l'intelligence d'un fœtus, et que donc la vie de la vache est aussi importante ou plus importante
que la vie d'un fœtus. Et que donc, dans ces conditions, il serait curieux de continuer à promouvoir des xénogreffes alors qu'on est si réticent à utiliser comme greffon les bébés anencéphales. Parmi les croyances, il y a les croyances culturelles ou religieuses, celles attachées au porc. Je ne m'y étendrai pas. Vous souhaitez que je termine là dans 5 minutes? Non, mais... On essayait d'être discret. Comment? Non, vous avez encore 5 minutes, mais ça dépend si on va avoir des questions ou pas. C'est pour ça. Il reste 5 minutes. Alors, il y a les représentations animales. Il y a pardon, vous voyez, je suis un peu troublé. Ça s'appelle l'interférence en neuropsychologie. Il faut faire très attention. Ça peut s'appeler aussi les difficultés de l'attention partagée qui, dit-on, croissent avec l'âge. Bon, mais je ne vais pas vous faire un cours de neuro. Je serai beaucoup plus à l'aise que de parler de ce sujet. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, les représentations mentales. En dehors de tout courant religieux, il reste, sur le plan sociétal, les représentations mentales liées à l'incorporation d'un organe animal dans le corps humain. Et à ce sujet, le porc peut souffrir de représentations péjoratives, voire répulsives. Je ne m'étendrai pas davantage dessus. Tout ceci a suscité de très grandes enquêtes d'opinion et à des échelons divers. Et on peut dire que dans la population générale, en gros, une petite moitié dit oui, mais bon, voilà. Il y a un bon tiers qui refuse et il y a d'autres personnes qui posent des conditions. Alors, reste l'attention portée à la relation être humain-animal et à la passibilité animale. À la confluence des connaissances scientifiques, des croyances et des opinions se situe un grand nombre de personnes qui ne sont pas antispécistes et qui, globalement, sont très sensibles au bien-être animal, aux relations entre les êtres humains et l'animal, à leur place dans la nature, et dont la majorité n'est pas constituée de végétariens, qui certes ont bien sûr une vision négative de la xénotransplantation. Ces personnes s'appuient peu ou prou sur les connaissances perceptives qu'elles ont du monde animal, appuyées par des connaissances scientifiques qui induisent une construction raisonnée qui tente d'harmoniser ce qu'on appelle le sensible et l'intelligible. Il existe tout à la fois une considération portée à l'empathie qui lie certains animaux à l'être humain, tout comme le caractère inacceptable de toute souffrance qui pourrait lui être infligée. Les capacités cognitives des primates sont impressionnantes, mais même avec des capacités moindres, beaucoup ont pris conscience de l'importance de l'intelligence émotionnelle et des relations qu'elle permet de nouer avec nombre d'animaux. De manière plus ou moins conscientisée, beaucoup perçoivent que la relation, en anglais relatedness, avec des animaux domestiques et de ferme est très étroite, même si leur parenté biologique, relationship, n'a rien à voir. Et là aussi, il faut bien distinguer la relation affective à la relation, j'allais dire, biologique. L'intelligence et plus globalement les compétences cognitives des porcs sont de mieux en mieux connues et il existe des mobilisations citoyennes pour abolir les élevages intensifs qui ne font des porcs que des animaux de boucherie. L'opinion publique est très sensible aux procédures d'abattage qui semblent indifférentes à la souffrance animale. Déjà, Emmanuel Kant, qui ne reconnaissait pas de droit aux animaux, considérait pourtant que les traiter avec violence était insupportable et qu'éviter leur souffrance était un devoir de l'homme envers lui-même. Ce contexte socio-culturel génère une réticence à l'égard des projets visant à utiliser, à élever, à manipuler génétiquement, à opérer et à abattre des animaux devenus des instruments producteurs d'organes. Un autre fait est aussi avancé, c'est les pressions financières des biotechnologies, mais il y a des sommes considérables dont peut-être un grand nombre de chercheurs ne sont que les jouets. Si ces sommes considérables, évidemment, conduisent l'industriel à vouloir imposer la transplantation, ça fera de la monnaie, ça fera de l'argent, c'est ça l'important, la réussite, nous verrons. Sur le plan international, on peut constater que la prudence, telle qu'elle a été préconisée en France par le CCNE, constitue le sentiment commun à l'égard des xénogreffes. La xénotransplantation reste aujourd'hui au stade d'une procédure expérimentale encadrée de recommandations comme celle de la FDA aux États-Unis. Elle a encore bien des défis à surmonter. Ils sont technoscientifiques comme le rejet de l'infection, mais ils sont aussi éthiques
et d'autant plus complexes qu'ils interrogent culturellement, psychologiquement, philosophiquement l'être humain sur sa place, ses droits et ses devoirs dans le monde des vivants. J'arrête votre supplice. Merci.